C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'une de l'actualité, la Haute Cour constitutionnelle est prête pour les législatives. Le président de cette institution, Florent Rakoutoarsou, a promis qu'elle jugera les résultats selon la Constitution. Fajessena Mireille sur les images de Asnar Vanzanar. Selon le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakoutoarsou, la Constitution sera appliquée lors des législatives qui devraient se tenir le 29 mai prochain. Les résultats officiels que cette institution proclamera sera donc en conformité avec la Constitution. Concernant les sociétés civiles qui condamnent les travaux de la HCC, son président a souligné qu'il prend les critiques instructives. Cette déclaration s'est tenue lors de la visite de l'ambassadeur de Corée aujourd'hui à Mbouida. Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance d'une collaboration. En économie, le PNUD et l'USAID contribuent à la mise en œuvre du plan stratégique de la douane. Ce nouveau partenariat améliorera les opérations aéroportuaires et la gestion du fret, ainsi que les recettes douanières. Détails sur les images de Asnar Valzanar. Les recettes douanières contribuent à 50% dans l'économie malgache. Ces 5 dernières années, le développement des douanes dans le domaine du fret maritime a été remarquable. Cependant, le fret aérien doit également être amélioré afin d'augmenter les recettes douanières dans le trésor public. À cette fin, la douane, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence des États-Unis pour le développement international collaboreront. Afin de relever les nombreux défis du développement à Madagascar, le PNUD établit un partenariat avec les différentes entités, institutions financières, organismes de développement public, privés, nationaux ou internationaux. Le PNUD est aujourd'hui très heureux de s'associer à l'USAID pour la mise en œuvre de ce projet dans le cadre de la coopération qui lie nos deux institutions en faveur du développement à Madagascar. Ce projet s'inscrit en complémentarité d'un autre appui du PNUD au département des douanes, à travers le projet Planification stratégique de mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063. La douane aura un impact positif sur l'économie malgache en améliorant l'efficacité de l'administration douanière et la sécurisation des recettes. Le secteur privé en sera également gagnant. Ce partenariat contribue à l'amélioration des procédures aéroportuaires, notamment concernant la gestion des passagers et le traitement des marchandises, en intégrant les services de livraison express et le commerce électronique. Le projet durera 2 ans et améliorera l'efficacité et la transparence du système d'administration douanière à Madagascar. Et va donc fournir une assistance à la douane malagasy en lui dotant des outils, des méthodes de travail, faisant largement appel aux technologies de l'information et de la communication, en facilitant également le travail des opérateurs économiques partenaires de la douane. Ce projet contribue également à l'amélioration des méthodes de travail en interne de l'administration douanière. Tout cela va contribuer à beaucoup plus de transparence, de traçabilité, de fiabilité et plus d'accélération des procédures de dédouanement. Cet accord tripartite a été présenté ce jour à Mamoury-Vatou. Une nouvelle perspective est apportée par le nouveau directeur général de la sécurité routière, le général Reri Bakejano. Cela inclut l'augmentation des heures de travail, la lutte contre la corruption, la politique de réduction des dépenses seront renforcées, a déclaré le directeur général lors de la cérémonie de la passation tenue ce jour à l'Arbi. Miarvulatsferan Braz de Nilsson. Dès samedi prochain, la Direction générale de la sécurité routière, ou DGSR, sera ouverte de 7h à 15h. Cela débutera à Antananarivo et sera étendu progressivement à d'autres régions, selon les instructions du nouveau directeur général de la sécurité routière, le général Reri Bakejano, qui vient de prendre ses fonctions.
La DGSR ne tolérera aucune violation des lois et la corruption. Elle mettra en œuvre la politique de réduction des dépenses. La DGSR apportera également sa contribution et son expertise aux projets géants du président tels que Tanamaswanj et l'autoroute reliant Antananarivo à Tuamasin. Prévenir les accidents de la route et protéger la vie des usagers de la route est une des responsabilités de la DGSR. C'est pourquoi le ministre délégué à la gendarmerie a exhorté le nouveau directeur général à redoubler d'efforts. La DGSR collaborera avec les acteurs du transport tels que la police, les ministères concernés, les organismes, notamment l'association des deux roues. Cette coopération sera étendue aux sportifs de haut niveau de la gendarmerie nationale, à savoir le GNVB et le GNBC, pour inciter les usagers de la route à prévenir les accidents. À noter que la DGSR est une entreprise ayant le statut d'EPIC qui est placée sous l'égide du ministère de la Gendarmerie. Pour l'année 2024, 28% des objectifs fixés par la DGSR est atteint, soit environ 3 380 millions de recettes. Et puis, il y a eu une demande publique pour le retour du crâne du roi Sakalav Touer qui se trouve actuellement en France lors de la célébration du Nouvel An malagasy hier. Les descendants du roi ont fait appel directement à l'ambassade de France à Madagascar. Le gouvernement a envoyé une lettre au ministère français de la Culture. La restitution des ossements du roi est synonyme d'un hommage à la tribu Sakalav Menabe, mais aussi symbole de la souveraineté de Madagascar. Reportage de Saï Sylvain et de Sej Andjanab. Les descendants du prince Kaman, le roi des Sakalav, ont transmis la requête de la famille. Nous demandons le retour du crâne du roi Ndjamila-Fikari Vutuir, roi des Sakalav Menabe. Au musée de l'homme de Paris se trouve le crâne du roi Ndjamila-Fikari ou du roi Sakalav Touir selon les enquêtes. Il figure parmi les 18 000 crânes appartenant au musée et il y est confirmé sur cette photo que le crâne du roi Touir y est exposé et marqué « Chef Sakalav Abelu Tirbin, Madagascar ». Toujours selon les enquêtes, le squelette est à l'image de ses trophées de collection et de guerre. Ndjamila-Fikari fut un grand roi héroïque qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Il combattit jusqu'au bout contre les colonisateurs qui ont envahi Madagascar en 1897. Il unifia les forces des rois du Menabe, affronta et attaqua les soldats français dans de nombreuses régions de Madagascar. Il a fini décapité et dès lors, les colonisateurs emmenèrent sa tête en France. C'est pourquoi il est si important de rapporter les ossements du roi Touir. En plus d'en transmettre directement le souhait à l'ambassadeur de France lors de la célébration du Nouvel An malagasy hier, une lettre a également été envoyée au ministre de la Culture français. S'agissant du sujet que vous venez d'aborder, Monsieur le ministre, j'accepte avec beaucoup d'humilité, naturellement, le courrier qui vient d'être remis à Madame la ministre française de la Culture. Il lui sera adressé aujourd'hui même. Beaucoup de travail a déjà été effectué s'agissant de cette restitution dont je mesure toute l'importance. Et sachez que vous avez en moi non seulement un ami, mais quelqu'un de convaincu que l'avenir de notre relation ne peut se fonder que si nous avons conscience de notre passé partagé. La demande de Madagascar sera également confirmée par l'enquête sur l'existence de la loi française votée le 18 décembre 2023, définissant le régime général facilitant le retour vers les pays qui en ont fait la demande des différents ossements. C'était avant ce qui s'est fait hier, plusieurs mesures ont été prises comme l'ouverture d'une enquête scientifique pour vérifier l'authenticité du crâne au musée de l'homme de Paris. Dans les actualités sociales, le président de la délégation spéciale de la commune d'Antananarivo, représenté par son directeur de cabinet, et l'association Samartana Tsarafana ont remis ce jour des dons aux femmes détenues et à leurs enfants dans la prison d'Antanmour. Cela pour concrétiser la vision du PDS qui est le capital humain. Détails sur les images de Asmara Falzonar. Outre l'assainissement de la ville d'Antananarivo, la vision du président de la délégation spéciale d'Antananarivo, Richard Ramanambitan, dans un délai de 10 jours, inclut également le capital humain.
Pour ce faire, le représentant du PDS et son épouse ont rendu visite aux femmes détenues de la prison d'Antanmour et leur ont remis des dons, notamment 1 kilo de riz pour les 500 détenus et plus, du pain, des pâtes et des jouets pour les enfants qui sont au nombre de 64. Les églises de la prison d'Antanmour ont également reçu des bibles de l'association Samartan Sarafana. La mise en place du CMH ou Code municipal d'hygiène permettra de maintenir la propreté dans la capitale d'Antananarivo, ont annoncé aujourd'hui les responsables du premier arrondissement. Donc, avant la mise en œuvre des règles, la campagne de sensibilisation se déroulera selon les explications. L'un des efforts qui seront déployés est le contrôle des horaires des dépôts de déchets et de toutes les mesures d'hygiène. Saï Sylvain, Sech Anjanab. Le CMH, ou Code municipal d'hygiène, contient 102 articles. Tous ces articles se concentrent sur le contrôle et la planification générale du système social et traitent tous les domaines de la sécurité et de la propreté de notre ville. Il détermine également les sanctions administratives pour les infractions. C'est pourquoi ces mesures seront mises à la connaissance du public afin de les sensibiliser cette semaine. Pour la responsabilité de chacun, les habitants du premier arrondissement sont incités au respect de la propreté. Il y aura donc un nettoyage fait collectivement par les habitants des 44 Foukontagnes selon l'annonce faite par les responsables. Cette stratégie entre dans la politique de la mairie d'Antananarivo, qui est de mobiliser tous les démembrements au niveau local et de responsabiliser les habitants pour le maintien de la propreté. Ainsi, le travail ne se limite pas à respecter le délai de 10 jours pour collecter les ordures, mais des solutions à long terme sont mises en œuvre. Et puis, le parti Arema a mis en terre 5000 jeunes plants sur une superficie de plus de 2 hectares dans la commune de Bungatsar, district d'Atsimjan, la fin de la semaine dernière, dans le cadre d'une campagne de protection de l'environnement et aussi à l'occasion de la Journée mondiale des femmes. Cet événement s'inscrit également dans la mise en œuvre de l'objectif de l'État de reverdir Madagascar, qui constitue un intérêt commun, selon les explications. Ubrasamanen, c'est Chanjanasi. Comme à chaque année, le parti Arema participe également à la restauration de la couverture forestière de Madagascar en plantant des arbres. Pour cette année, les membres de l'Arema ont accompli leur devoir de citoyen dans la commune de Bungatsar, district d'Atsimjan, la fin de la semaine dernière. Sous la houlette de la secrétaire nationale, Annik Ratirek, ils ont mis en terre 5000 plantes sur une superficie de plus de 2 hectares. Cet événement s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des femmes et de la mise en œuvre de l'objectif commun « Reverdir Madagascar » ainsi que la protection de l'environnement selon les explications de son secrétaire national. Après ce reboisement, le programme et les activités du parti Arema se poursuivent toujours. Le plus récent, la célébration du 48e anniversaire du parti, le 19 mars. Les 8 nouveaux membres du Haut Conseil de la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, sont connus. Le président de la République, Andry Rajoelina, a promulgué le décret 2024-467 du 6 mars 2024 désignant ses membres. Il s'agit de Rana Mchizel, ancienne ministre de la fonction publique représentant la présidence, Ramarkout Fensou Emile, représentant le Sénat, Zaflaz, représentant l'Assemblée nationale, Rana Dialsan Angelo, représentant la Haute Cour constitutionnelle, Samuel Rakutunjani Irmandimbi, représentant la Cour suprême, Ndjiamanatena Jean-Marc, représentant la CNIDH, James Saramarson, représentant l'Ordre des journalistes, et le bâtonnier Radson Soul, représentant les avocats. La création du nouveau district d'Antanmour à Tsim apportera développement et indépendance selon la population locale. C'était une promesse faite par le président Andry Rajoelina lors de la campagne électorale en novembre dernier. Elle est désormais concrétisée. Depuis de nombreuses années, les notables, les élus et les habitants réclament la création d'un district à Antanmoura Sud. Les enquêtes menées par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Décentralisation ont permis de constituer le district d'Antanmoura Sud qui se trouve dans la région d'Anjouy. L'existence de ce nouveau district apportera du développement selon les autochtones. C'était une promesse faite par le président Andry Rajoelina lors de la campagne électorale en novembre dernier et qui est désormais devenue réalité. Les autochtones attendent avec impatience la poursuite des activités de développement.
À noter que les 8 communes qui composent le district d'Atan Muratsim sont Apamat, Antalatanous, Imanoumb, Zafar, Marvat, Befen, Anjananiv et Andouaran. Atan Muratsim est ainsi le nouveau 5e district qui compose la région d'Anjoui avec Bekil, Belou, Tsiumbe et Ambumbe Anjoui. En sport, le joueur d'échecs malgache Firakutu Mahar a remporté une médaille d'argent dans la catégorie simple ou tournoi du Blitz lors des Jeux africains qui se déroulent à Accra, la capitale du Ghana. Il a été battu par un ressortissant égyptien en finale. Dans la compétition en simple dame, Aina Tsinzou-Vignav, la joueuse d'échecs malgache âgée de 11 ans, occupe la 14e place. Pour le tournoi d'équipe, on a remporté le bronze. La compétition d'échecs à l'occasion des Jeux africains touche à sa fin. Et on enchaîne par les actualités internationales. Au Liban, une série de frappes israéliennes a fait au moins un mort cette nuit. La périphérie de la ville de Baalbek, à une centaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a été visée. Fief incontesté du Hezbollah. France 24. Dans les ruines de cet immeuble près de Baalbek, une question. Le conflit entre Israël et le Hezbollah est-il en train de s'étendre à tout le Liban? Cette nuit, pour la 2e fois en 15 jours, l'armée israélienne a visé plusieurs cibles à plus de 100 km de sa frontière, dans la périphérie de Baalbek, à l'est du Liban, l'un des fiefs du Hezbollah. Des avions de combat des forces de défense israéliennes ont frappé 2 sites de l'organisation terroriste du Hezbollah dans la région de la vallée de la Beka au Liban. Les sites appartiennent aux forces aériennes du Hezbollah qui ont planifié et mené diverses attaques contre Israël. Car depuis plusieurs semaines, le Hezbollah, allié du Hamas et soutenu par l'Iran, augmente lui aussi le périmètre et l'intensité de ses attaques sur le territoire israélien. Mi-février, le mouvement chiite vise pour la première fois la ville de Safed, qui abrite le siège du commandement de l'armée israélienne pour la région nord. Quelques semaines plus tard, le Hezbollah tire un record de 102 roquettes en 24 heures sur Israël et abat un drone israélien Hermes 450 à l'aide d'un missile solaire. Pourtant, pour la plupart des experts et les services de renseignement américains, cette montée des tensions reste contrôlée. Nous continuons d'affirmer que le Hezbollah et l'Iran ne veulent pas provoquer d'escalade du conflit qui provoquerait une guerre totale. Mais selon les médias locaux libanais, le Hezbollah a de plus en plus de mal à justifier sa retenue auprès de sa base au regard des pertes subies par le mouvement. Les Israéliens, quant à eux, ont toujours pour objectif de repousser les combattants chiites au nord de la ligne que constitue le fleuve Litani au Liban. Dans l'immédiat, le Hezbollah et ses alliés affirment qu'ils ne cesseront pas leurs attaques tant que les combats continueront à Gaza. Israël respecte la liberté de prier, mais sera prêt à répondre à toute provocation ou débordement pendant le Ramadan. France 24. Au milieu des tentes, l'heure est aux préparatifs à quelques heures du premier iftar, la rupture du jeûne ce lundi. Dans un four de fortune nourri de bouts de carton glanés ça et là, cette Gazaoui prépare des pains pita. Elle et sa famille ont été chassés de Khan Younes par la guerre. Nous ne souhaitions pas que le ramadan arrive dans ces conditions. Ce ramadan a le goût du sang et de la misère, de la séparation et de l'oppression. À Rafah, où plus de la moitié des 2 400 000 habitants de Gaza s'entassent, la viande est quasiment introuvable. Restent quelques légumes et des conserves, rendus inaccessibles pour beaucoup à cause de la hausse des prix. Je vous jure que je n'ai pas les moyens d'acheter ce qui se trouve au marché. Je n'ai qu'une tomate et un concombre. Alors que l'aide humanitaire n'arrive qu'au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne, le désespoir guette. Cette femme déplacée avec ses 4 enfants a perdu son mari dans le bombardement de leur logement dans la ville de Gaza. De quoi sommes-nous fautifs? Qu'avons-nous fait de mal? Nos enfants doivent-ils devenir orphelins, sans père, sans connaître le vrai sens du ramadan?
Lundi soir, certains ont pu se réunir pour prier et partager des plats parsemés de morceaux de viande. Une parenthèse, alors que le temps presse pour éviter la famine, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, alerte le Programme alimentaire mondial. Pour terminer, en Guinée, c'est aujourd'hui que débute le Ramadan. Le mois du jeûne sera affecté par l'inflation qui préoccupe les populations. Sous pression, les autorités ont décidé d'une baisse de prix sur 3 produits, l'huile, l'oignon et le sucre. Une mesure jugée insuffisante pour certains Guinéens. Ils réclament une baisse générale des prix. France 24. Tous les soirs depuis 3 semaines, ces jeunes se donnent rendez-vous à un carrefour différent de Conakry pour donner un concert de casseroles. Un bruit du citoyen pour dénoncer la vie chère qui empoisonne le quotidien des Guinéens. Les denrées alimentaires sont montées vertigineusement. Donc personne n'a là où se plaindre. Alors nous nous sommes dit de venir faire ces bruits-là pour alerter les autorités. En Guinée, les autorités fixent les prix des denrées de première nécessité. Fin janvier, le gouvernement avait justifié l'augmentation des prix par l'inflation dans les pays producteurs. Ce dimanche, il annonce une réduction sur l'huile, le sucre et l'oignon, un effort loin de satisfaire ce défenseur des consommateurs guinéens. Nous lui recommandons la diminution pure et simple des prix des denrées alimentaires compte tenu de la cherté de la vie actuellement. L'activité économique est en ralenti, il n'y a même pas d'électricité. Le sac de riz, principal aliment des Guinéens, a par exemple subi une augmentation de près de 15% ces dernières semaines. Une flambée qui s'explique par les cours à l'international, selon ce responsable au ministère de l'Agriculture. On est simplement dépendant en partie du riz importé de l'étranger et il y a pour des raisons propres à ces pays importateurs, notamment l'Inde, où il y a eu des mesures qui ont fait que les taxes ou le prix du riz a augmenté. Et voilà pourquoi le prix du riz a augmenté aussi en Guinée. L'explosion du principal dépôt d'essence en décembre, avec pour conséquence des tensions sur le marché du carburant, contribue également à cette situation. Et cette édition touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Sen Randriland. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.